Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute en plateau. François-Xavier Nouman, bonsoir. Bonsoir, Romuald, oui. Chroniqueur. Brunel Mérénade aussi, bonsoir. Romuald, bonsoir. Voilà, vous avez suivi la déclaration de presse du parti Les Démocrates déjà. Le parti Les Démocrates réaffirme donc, réitère son soutien à Rekia Madougou, la candidate donc désignée du parti. Et puis, le parti trouve quand même que c'est une arrestation arbitraire de Rekia Madougou qui se trouve en Bastille. À Misérité, François. Oui, je pense que de deux choses l'une, soit le parti, les démocrates, considèrent, comme ils le disent dans leur déclaration, qu'il s'agit d'une arrestation arbitraire, ils prennent les dispositions, en toute responsabilité, prennent les dispositions qui s'en suivent. Je pense qu'ils ont des avocats pour contester cela en justice. Donc pour moi, c'est un non-événement. Donc si ils le disent dans cette posture-là, les avocats sont là pour mettre ça, pour traduire ça dans les faits. Ils auront la possibilité de faire valoir ça devant les instances idoines. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier. C'est une rengaine qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que l'État, dans la forme, a coché toutes les cases. Le procureur est sorti pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il est quand même dommageable pour la paix sociale que le parti s'engage dans cette voie. Ce sont les mêmes qui ont reproché au procureur de la République d'être sorti et de trop en dire. Donc je pense que c'est peut-être une mauvaise communication. Soit on considère que c'est une affaire en justice et que tout le monde doit pouvoir observer quand même une certaine retenue, soit si le parti le souhaite, on peut continuer pour en discuter. Donc je pense que c'est une opinion. Maintenant, on sait tous que c'est une affaire en instruction, donc on attendra tous que la justice dise, que la justice fasse transparaître ce qui relève de la vérité judiciaire. Maintenant, on compte les circonstances de l'arrestation. Je pense encore une fois qu'à moins que le code pénal ou la loi ait changé, ce n'est pas au justiciable, comme on est tous, de choisir les conditions de nos interpellations ou de notre... Justement, cette déduction du parti Les Démocrates, puisque le parti dit que c'est une arrestation arbitraire en violation donc de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, ils sont restés dans leur posture toujours lors de cette déclaration. Maintenant, ils ne nous ont pas réellement démontré en quoi en réalité. Tout le monde peut citer la Constitution ou autre, et la Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme sont deux textes assez vastes et autres. En quoi est-ce que réellement ces arrestations, ou plutôt cette arrestation qui, du point de vue du procureur, qui a donné quand même un certain nombre de directives, qui a donné un certain nombre d'informations, vient en violation à tous ces textes-là. Rien n'a été dit. Et toujours, c'est des opinions sans aller véritablement dans le fond du sujet, sans véritablement défendre. Moi, je pense que ça ne vient pas forcément, disons, défendre Rekia Madougou, qui est aujourd'hui arrêté. Non, on connaît leur position, c'est pas du nouveau ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Le soutien, il est peut-être moral. L'essentiel, c'est qu'ils nous le traduisent justement devant la cour lors du procès pour que nous puissions y voir plus clair. Comme Xavier l'a dit, c'est pas à eux de dire ce qu'il faut. Si les avocats c'est le parti de la candidate. Oui, bien sûr, ils sont sortis. On attendait leur sortie. Je le dis encore, ce n'est pas
du nouveau, tout ce qu'ils ont dit. Ils sont toujours restés dans leur posture de acharnement, ils ont dit que Rekia Madougou a été bastillé, donc à la prison et autres. C'est normal, rien de nouveau pour moi. Voilà. En tout cas, l'affaire comparution de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, vous le savez, comparution, c'est pour le 9 avril prochain. Oui. Le parti n'est pas resté insensible justement à cette assignation donc de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Parti des démocrates trouve d'ailleurs que c'est des faits qui sont connus donc du peuple béninois et voilà, il trouve que il faut pourquoi aller là justement. Je pense que pour un parti qui prétend défendre la démocratie, il aurait pu s'abstenir de faire de telles déclarations. Par rapport à ce cas précis, c'est dénier à des citoyens de faire valoir leurs droits en justice. Parce que ce n'est pas vous et moi qui avons, comment on appelle, assigné le président Soglo. Ce sont des enfants, nommément du ministre Moudjaïdou, qui l'ont assigné. C'est un droit reconnu. Pour un parti qui a l'habitude de répéter tous les jours qu'ils ont été violés, que leurs droits ont été violés, justement dans ce texte que Rekia Madougou a été violé et dont les droits ont été arrêtés justement. Quand même, c'est une contradiction de vouloir, parce que là, ils disent, en fait, ils dénient indirectement le droit à des citoyens de faire valoir leurs droits en justice. Les Moudjaïdou ont parfaitement le droit d'assigner le président Soglo en justice s'ils trouvent que leur honneur, en l'occurrence, en l'état, a été bafoué. Quitte à la justice de dire le droit et de dire oui ou non, voilà, dire à l'ancien président Soglo, voilà, vous avez diffamé, vous avez attenté à l'honneur de ces ayants droit, de cette famille, et voilà, on passe et rien n'y, on n'y revient plus. Donc pour un parti qui est dans cette posture habituelle, qui donne des leçons de morale à tout le monde, des leçons de non-respect, de violation de droits de l'homme en l'occurrence, qui fait ce procès matin, midi et soir, c'est quand même étonnant qu'on vienne remettre en cause le droit de citoyens lambda comme vous et moi de faire valoir la loi. C'est un droit constitutionnel. Mais là, on est en train de parler d'un ancien président. Peut-être que c'est ça qui... Et justement, le Parti des démocrates ne comprend pas pourquoi un ancien président aurait des droits spéciaux. L'ancien président Soglo n'est-il pas un citoyen comme vous et moi? Donc, en fait, là, je pense qu'on est toujours dans cette dérive ou dans cette, comment je vais dire, on reproche souvent au gouvernement, on reproche à la justice du Bénin d'avoir des choix sélectifs. Là, je pense quand même que c'est une position bien sélective et une lecture quand même bien particulière de la Constitution et des droits de tout un chacun. Vous voulez réagir quand vous parlez des anciens présidents? Oui, je me demande si en fait la posture de l'ancien président, avant même qu'il n'aille devant la presse pour dire des propos, est-ce qu'ils réfléchissent au fait qu'ils sont anciens présidents d'abord et qu'ils se doivent une certaine retenue, une certaine posture déjà avant d'aller à l'antenne pour dire ses propos. Bon, est-ce que oui, parce que de toute façon, c'est justement pour que ça aille à l'antenne qu'ils sortent. Donc, si cette posture-là ne les dérange pas en réalité, ça ne devrait pas déranger qu'on puisse dire, qu'un citoyen puisse se lever et dire, vous avez dit des propos diffamatoires à l'encontre de ma famille, à l'encontre de mon honneur, je voudrais les laver, apporter les preuves que vous avez par rapport donc, aux propos que vous avez tenus. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Il a dit, c'est pourquoi il doit pouvoir les défendre, tout simplement. Il y a le Parti Les démocrates qui n'est pas quand même content de la presse, du tout pas. Des médias, parce qu'ils trouvent que les médias contribuent à la déstabilisation et la fragilisation du parti. Leurs propos contribuent à quoi? Tous les propos, disons, révoltants, qui incitent à la violence et autres, contribuent à quoi? Si la presse ne faisait pas un rôle de, disons, un certain filtre par rapport à tous ces propos qu'ils
tiennent lors de leur rencontre, je pense que ce serait la presse qui serait plutôt, disons, devant la justice. C'est justement parce que la presse fait bien son travail aujourd'hui que nous ne voyons pas certaines dérives, des dérives dans la société. Non, il faut plutôt remercier tous ces hommes qui, malgré la situation, essaient quand même de passer un certain nombre d'informations, l'information qu'il faut pour que ça ne dégénère pas d'un côté ou d'un autre dans cette situation sensible. Non, je pense que c'est un procès assez facile. C'est un procès assez facile. Je me demande quand, parce que c'est le matinal qui est indexé dans les propos liminaires. Quand le matinal relaie que quand les démocrates ont reçu leur récépissé, et le matinal, comme une bonne partie de la presse le relayait, ils étaient des griots du gouvernement, mais des griots des démocrates. Quand ils faisaient leurs activités, quand le président Moudete distribuait des masques ici et le matinal le relayait, ils étaient griots des démocrates ou bien griots comment on va dire, du gouvernement. Entre le 4 pour le dépôt des candidatures, quand on relayait leur dépôt, on était griots du gouvernement, bien griots des démocrates. Ouais. Puisque le matinal là, travaille de concert avec le groupe de presse Le Matinal, avec notre chaîne de télévision. Quand on recevait Nourini Achadé, on le relayait dans les jours. On était griot de Achadé ou bien griot du gouvernement. Il faut être sérieux un moment mais je pense que c'est un parti peut-être qui trouve le moyen, peut-être coincé entre divers défis et qui trouve le moyen c'est un peu trop facile de jeter l'opprobre sur la presse simplement parce que la presse ne va pas, parce que ces informations-là tendent à les desservir. C'est un peu trop facile. Et pour revenir à votre précédente question, si le parti Les Démocrates trouve que les Moudjahidou n'ont pas le droit d'assigner le président Soglo en justice, mais qu'ils les saisissent directement. Je ne sais pas pourquoi on le met sur la place publique. Voilà, mais qu'ils le disent, qu'ils saisissent les enfants de Moudjahidou, qu'ils leur disent non, vous n'avez pas le droit d'assigner le président Soglo en justice parce que ça serait tout ce qu'il a dit est vrai. Et bon, qu'ils le fassent, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est une fuite en avant. C'est le conseil que vous donnez aujourd'hui. Oui, mais c'est beaucoup plus simple. Pourquoi on nous prend à témoin? Puisque ce n'est pas nous qui avons assigné le président Soglo. Qu'on aille dire aux enfants du ministre Moudjahidou qui n'ont pas le droit de le faire, que le parti peut-être leur dénie le droit de le faire. Et là, ça va faire sérieux, ça va faire plus direct. Je pense que c'est une sorte de fuite en avant. Voilà. On va finir par la sortie donc, de l'ambassade des États-Unis une fois encore, l'ambassade qui trouve que justement les citoyens, les électeurs, vous savez que nous sommes au nombre de 5,5, vous êtes parmi les 5,5 j'espère, 5,5 millions d'électeurs, donc nous aurons à choisir entre plusieurs candidats et pour le moment, et donc l'ambassade ne reproche rien justement au processus en cours. Oui, parce que aucune règle en réalité n'a été foulée aux pieds. Tout ce que nous avons dit depuis le début, le processus électoral a suivi, disons, le chronomètre qui a été établi et les différents points sont en train de suivre leur cours tout simplement. Pourquoi est-ce que on dirait qu'il y a souci? Non. Je pense la situation, chacun essaie de tirer le drap de son côté et l'ambassade des États-Unis est en dehors de tout cela. C'est une institution neutre qui voit à peu près tout ce qui se passe et donc ne peut pas prendre parti par rapport à ci ou ça. L'essentiel, c'est que nous ayons un objectif. C'est quoi? C'est élire donc le président de la République très prochainement. Est-ce que tous les... Un mois, très exactement. Dans un mois, donc ils sont deux désormais, le président et son vice-président. Tout à fait. Et donc, est-ce que la Sénat a fait son travail? Est-ce que la Cour constitutionnelle a fait son travail? Est-ce que les candidats, disons, qui ont déposé leur dossier et autres, est-ce que tout a été réglementairement fait? Si c'est le cas, je pense qu'ils n'ont plus du tout rien à dire. Tout simplement sur la question, François Xavier. sur la question, je pense que tous ceux qui nous disent à longueur de journée qu'on n'est pas en démocratie et qu'on est en dictature doivent être bien déçus parce que, d'ailleurs, la position... Déçus? Oui, déçus parce que
Vous savez que ce soit pour certaines organisations de la société civile, les renforts, les renforts immédiats sur lesquels on compte très promptement, ce sont les renforts étrangers, les institutions diplomatiques pour abonder dans ce sens. Ce qui est, comment je vais dire, ce qui est ce qui n'est pas étonnant, ce qui est normal dans ce que l'ambassade des États-Unis a fait comprendre. Les États-Unis ont une vieille tradition de loi et de droit démocratique. Mais ce qui prévaut, on a encore eu la preuve ces dernières années, c'est la loi et rien d'autre que la loi. Les institutions sont en place, donc ce n'est pas du tout surprenant cette sortie de l'ambassade des États-Unis, parce que cette vieille tradition, qu'est-ce que l'ambassade des États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis peuvent reprocher au Bénin? Les lois sont respectées, aucune loi n'est violée, parce que ces pays sont d'habitude prompts à dénoncer tout ce qu'il y a comme violation des droits humains, et les sanctions peuvent être immédiates. Mais là, c'est pratiquement un satisfecit que l'ambassade des États-Unis, la voix des États-Unis vient apporter au gouvernement. Et quand vous faites un peu le recul, depuis 2016, vous ne verrez aucune... C'est-à-dire que vous ne verrez, malgré tout ce qu'on a vécu, aucune représentation diplomatique qui est, disons, tenser un peu la politique de notre pays. Ça voudra dire que quoi? Qu'on est en termes de gouvernance politique, que cette administration peut être satisfaite des efforts consentis jusqu'ici. Donc ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui se proclament défenseurs de la démocratie aillent quand même un peu réfléchir sur ces mots, et parce que on va pas encore nous dire que l'ambassade des États-Unis est en accointance, parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois, est en accointance avec le gouvernement béninois. Quand même, ce serait un peu fort de café. Donc je pense que l'ambassade des États-Unis vient simplement dire ce qui est, attester de ce qui est, et ça devrait être un encouragement pour tous les acteurs du processus pour sauvegarder l'essentiel, la paix, mais que la loi prévale, et ça c'est l'essentiel. On finit par cette bonne nouvelle. Moody's, la notation qui place le Bénin dans cette catégorie de B1 stable. Nous sommes passés de B2 avec perspective positive à B1 stable. Voilà. Est-ce que ça se sent justement chez le Béninois? C'est la question, Gwenel Merina. Oui, est-ce que ça se sent? C'est aussi la question que je me posais. Mais en réalité, ça va se sentir en réalité, même si ça ne se sent pas. Comme quelqu'un l'a dit très récemment, l'influence ne peut pas être complètement directe du jour au lendemain. Nous sommes en train de construire un avenir, nous sommes en train d'évoluer dans le progrès. Donc, il faut qu'on attende. Donc, il faut patienter. Exactement. Oui. Vous êtes chroniqueur économie, vous comprenez mieux les choses. Non, Brunel comprend aussi. J'allais plutôt dire qu'il faut qu'il réponde d'abord. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Simplement parce que les agences de notation, les unes après les autres, viennent attester du fait que notre pays, du point de vue économique, du point de vue gestion financière, gouvernance financière dans son ensemble, est très bien géré. Parce que nous sommes toujours en crise, nous sommes toujours impactés par la Covid-19. On va dire que le monde dans son entièreté sort à peine de récession. Certaines parties du monde sont encore en récession. Les comptes publics ont été éprouvés, mais coup sur coup, en moins de 2 mois, on est en mars, en moins de 3 mois, nous avons réussi une levée de fonds extraordinaire que peu pensaient capable pour un pays comme le nôtre. Avant Moody's, c'est l'agence de notation Fitch qui a ramené
la notation du Bénin en perspective positive. Moody's vient de lui emboîter le pas. Ça veut dire que tous ces agences de notation qui sont qui ont suivi Standard & Poor's, il y avait l'agence Fitch, et maintenant il y a l'agence Moody's, c'est les trois grands, on va dire, les trois grands mondiaux. L'autre Bloomfield, c'est l'agence sous-régionale. L'agence sous-régionale qui, forcément, dans quelques semaines, va sortir aussi ses notations. Ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire que nous sommes dans une très bonne perspective financière, les comptes publics sont très bien tenus et ce sont les efforts consentis pas seulement par le gouvernement, parce que au final ce sont les Béninois qui peuvent se sentir ragaillardis par ce type de notation pour signifier que nous sommes dans la bonne direction. Et encore une fois, le consultant politique le disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que demain matin, comme les gens aiment l'interpréter, que nous aurons de la pièce de monnaie qui va s'ajouter dans notre portefeuille, mais ça voudra dire que nous posons étape après étape des bases, comme l'a dit Brunel, des progrès, parce que vous savez, le président Talon depuis 2016 a choisi de s'engager dans la voie des réformes structurelles, c'est-à-dire poser les bases pour que notre pays décolle économiquement sur tous les plans de façon pérenne et de façon de façon solide et durable. Donc évidemment, ceux qui attendaient des gains immédiats peuvent être déçus. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une trajectoire qui devrait nous amener à atteindre nos objectifs et devenir un pays prospère, développé. Donc ces appréciations des agences financières viennent, c'est un signal positif, c'est un signal d'encouragement comme toujours, pour que le Bénin poursuive dans cette bonne disposition de bonne tenue des finances publiques. Et justement, vous l'avez dit, François-Xavier l'a dit, Brunel Mérinadé aussi, ça, on a quand même connu ces notations-là en période de Covid-19. Est-ce que la gestion également observée lors, ou du moins, on est toujours en pandémie, durant cette crise-là sanitaire, est-ce que cela aussi n'est pas un indicateur qui vient quand même renforcer les performances? Absolument, on se rend compte que le gouvernement ou les autorités ne sont pas restés les bras croisés par rapport à cette pandémie. Elles ont très tôt pris les rênes de cette situation pour mettre les balises. Déjà, il y a eu, disons, le couloir, prêtez-moi le mot, les dispositions qui avaient été prises pour circonscrire un peu les déplacements, le cordon sanitaire, pour circonscrire un peu les déplacements, donc au niveau des différentes communes. Et ça a réduit à peu près la propagation de la COVID-19 parce que quand vous vous déplacez moins, vous infectez les autres beaucoup moins également. Et après, les autres gestes barrières on a mis beaucoup de soins à mettre en place et donc à faire respecter parce qu'il y avait la répression pendant un long moment qui a fait prendre le pli aux populations pour que chacun puisse les respecter. Et donc, tous ces indices, tous ces comportements qui ont changé du jour au lendemain, malgré la situation difficile, malgré ce nouveau comportement qu'il fallait intégrer et tout ça, ça a contribué à cela. Et c'est bien entendu que le gouvernement a su gérer la situation. Et si ce n'était pas le cas, c'est sûr qu'il y aurait eu plus de victimes. Et plus de victimes ne nous arrange pas parce que qui va gouverner ou bien qui va faire évoluer les choses s'il y a plus de victimes? S'il y a des victimes, c'est que nous allons nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur les morts et autres, les impacts négatifs et autres, alors que là, nous pouvons travailler facilement. Alors que le manque d'eau, le manque d'énergie n'attend pas du tout. Au contraire, c'est que ça dure dans le temps, alors que si vous aviez prévu l'avoir dans un mois, si vous avez des problèmes aujourd'hui, vous repoussez en réalité l'échéance là. Donc, c'est un impact sur tous ces indices-là, toutes ces notations qu'on a eues ces derniers temps et c'est à l'actif du gouvernement, mais également aussi des populations qui ont réellement, malgré tout, pris toutes ces mesures-là au sérieux pour accompagner le gouvernement. Oui, parce que sans l'accompagnement des populations,
Oui, parce que de toute façon, ce sont les populations qui payent les impôts. Parce que quand le gouvernement parle souvent de mobilisation de ressources, il y a aussi la mobilisation de ressources à l'interne. La bonne gestion des comptes publics aussi, c'est d'essayer de fermer tout ce qui avait comme fuite de ressources. Donc, je pense que les populations et le président de la République n'a jamais manqué de rendre hommage à la résilience des populations qui ont été mises à rude épreuve, simplement parce que quand on ferme toutes ces soupapes de dispersion de ressources publiques, c'est évidemment des pertes pour certaines personnes, même si ces captations étaient des captations indues. Dans le même temps, on demande aux contribuables de payer leurs impôts à temps. Il y a eu les factures normalisées. Donc, il y a quand même beaucoup de dispositions qui ont été mises en place pour permettre à l'État d'augmenter les ressources intérieures. Avec cette augmentation des ressources intérieures, vous vous donnez plus de crédibilité. C'est un peu comme quand vous allez passer de l'argent en banque. Si on vous demande vos ressources propres, et vous avez quoi, 100 000 francs CFA, et vous voulez un prêt de 5 millions, 10 millions, le banquier va dire attention, bon, vous quand même ça coince. Mais si vous amenez 1 million, 2 millions, vous dites bon, 1 million, 2 millions, il a quand même fait des efforts. Donc je pense que c'est la même photographie. Plus vous augmentez vos ressources intérieures à l'interne, plus vous donnez un peu plus de confiance à ceux qui sont capables de vous mettre des ressources sur la table. Donc c'est dans cette assaise que nous sommes depuis 2016 et nous y allons crescendo. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année passée, 2019, avec la Covid, a mis à rude épreuve cette bonne gestion des comptes publics, mais on a su quand même relever le défi. La croissance devrait repartir cette année. Donc c'est toute cette cette performance, cette bonne gouvernance financière que les agences viennent de noter. C'est-à-dire que notre signature, là on peut dire, avant on disait notre signature était respectée sur le marché. Là on peut dire que notre signature est demandée sur le marché parce qu'on a vu avec l'eurobond qu'on a fait il y a 2 mois. Donc nous sommes dans la même tendance et c'est à l'actif non pas seulement du gouvernement, mais de tous les Béninois qui, par leurs bonnes dispositions, contribuent à ce que ces résultats-là soient une réalité. Très bien. Merci à vous, François-Xavier Noumon. J'aime bien le mot soupape. Merci à vous, Brunel Merinadios. On avait commencé avec Bombard. Voilà. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce jeudi 11 mars 2021. On va se retrouver demain à partir de 18h. D'ici à la portée, vous bien agréable soirée à chacun et à tous.